Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission 60 minutes avec vous, intitulée aujourd'hui Les 100 jours. Vous avez été nombreux à suivre nos émissions en direct ou en replay et on a constaté que ce format vous avait plu. Merci d'être aussi nombreux et vous nous avez suivis à la fois sur YouTube, sur Facebook, vous nous avez envoyé des messages et on a constaté que notre nombre d'abonnés, ne cessait d'augmenter. Nous avions été les premiers d'ailleurs à enregistrer, ce type d'émission, en live. Aujourd'hui, malheureusement, en raison du covid, nous sommes obligés, de le faire, de façon sous forme d'enregistrement, mais nous recommencerons plus tard, nos lives. Alors, Grégoire, peux-tu nous dire, pourquoi nous relançons, ce type d'émission aujourd'hui? Oui, eh bien, merci Maryse et bonsoir à toutes et tous. Sachez que nous sommes vraiment très très heureux de vous retrouver parce qu'il nous importe de pouvoir maintenir ce lien entre nous, ce lien très fort que nous avons tissé les uns avec les autres tout au long de ces dernières années. Donc c'était vraiment pour nous important que de pouvoir maintenir ce lien et au-delà, de pouvoir aussi continuer à vous faire part de nos projets, de nos actions, de nos analyses. Nous ne reviendrons pas, bien entendu, sur le résultat de ces élections municipales. Vous le savez, nous sommes maintenant le principal groupe d'opposition avec donc 6 élus. C'est aussi quelque chose qui est important de souligner parce que cela nous engage vis-à-vis de vous. Nous ne reviendrons pas non plus sur les raisons de ce passage dans l'opposition. Elles sont connues. Vous savez qu'il y a eu une liste dissidente. Vous savez aussi que l'ensemble des principaux acteurs de ces différentes listes, eh bien aujourd'hui, nous ne les voyons plus. Certains même, ou certaines même ont déménagé. Et donc, il nous revient eh bien, de ressortir encore plus fort parce que nous sommes aujourd'hui la seule opposition qui est porteuse d'un projet et qui est surtout porteuse d'espoir et d'espérance. Donc voilà, nous tenons à être dignes de la confiance que vous nous avez apportée, des 33% des voix que vous nous avez conférées. Et c'est pour cette raison que non seulement nous avons repris nos actions, mais que, bien entendu, nous tenons absolument avec l'ensemble de l'équipe, ceux qui sont élus au conseil municipal, mais aussi tous les autres, puisque notre équipe reste forte, unie, solide et solidaire, eh bien, nous tenons à poursuivre notre action tout au cours de ce mandat pour mieux préparer les prochaines échéances. Tout à fait. Tout à fait. Une émission sur le thème des 100 jours. Les 100 premiers jours sont importants, tant ils sont le marqueur, tant ils donnent le ton de l'image de ce que sera le mandat. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance, bien au contraire, de ces 100 premiers jours. Alors maintenant, pourquoi parle-t-on justement de 100 jours? À quoi cela renvoie-t-il? Oui, merci Marise. C'est vrai que les 100 jours renvoient à un passage, à un épisode extrêmement fort de notre histoire, de l'histoire de France, qui sont les 100 jours de Napoléon. Alors vous ne pouvez pas, bien entendu, ne pas faire ce petit clin d'œil, puisque vous savez que nous portons un projet, grâce à Hervé Collet notamment, un projet donc de Aubonne, ville napoléonienne. Voilà, c'était donc important de faire ce point sur ce petit retour historique sur les 100 jours. De façon plus concrète, les 100 jours maintenant sont passés dans le langage politique pour justement marquer les 100 premiers jours du mandat de tel ou tel responsable politique. Et c'est important de le souligner parce que c'est au cours de ces 100 jours, c'est ce qui va se faire lors de ces 100 jours, qui est donné la marque de ce que sera la suite du mandat. Donc on est bien sur quelque chose de fort. On le voit notamment, on a tous en tête Nicolas Sarkozy et le Fouquet's. On a tous en tête François Hollande et les tweets de sa compagne. On a tous en tête Emmanuel Macron, avec la problématique des retraites. On voit bien combien ces 100 jours sont marquants et sont des marqueurs d'une politique. Ils resteront gravés dans la perception que l'on peut se faire. Et bien sur Aubonne, ces 100 jours, il nous revient de les commenter pour savoir ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sur tout ce qui n'a pas été fait
Et c'est vrai que ces 100 jours ont été marqués par une inaction complète de notre ville. La seule chose, ou dans les seules choses qu'elle ait pu faire, c'était mettre à mal la plupart des projets que nous avions instruits. Merci Grégoire. Cette émission se déroule, se tient actuellement alors que nous traversons une crise sanitaire d'une extrême importance depuis de longs mois déjà. Une crise où la question de la protection sanitaire et celle de la protection de l'économie se chevauchent. Nous allons donc évoquer la crise sanitaire. Peut-on faire le point sur ta gestion de la première crise sanitaire? Qu'est-ce qui avait été fait à ce moment-là? Oui, on peut effectivement rappeler quelques-uns des grands points. Ce qu'il faut savoir, c'est que, Maryse, nous avons eu au cours de ce mandat trois grandes crises à gérer. Une crise donc liée à la sécurité, avec tous les actes terroristes qui ont malheureusement eu lieu il y a notamment en 2015 et qui se poursuivent aujourd'hui. On est véritablement sur une crise sécuritaire qui est forte et qu'il a fallu gérer à Aubonne. Nous avons toujours tenu à conforter ce bien vivre ensemble et à faire en sorte que l'on puisse se retrouver unis par la pensée, unis les uns avec les autres pour montrer notre détermination face à ces actes terroristes et montrer que la République sera toujours la plus forte. Une autre crise importante a été la crise sociale incarnée par les Gilets jaunes, une crise sociale qui a montré aussi le profond désarroi dans lequel se trouvait une grande partie de nos concitoyens et une grande partie des territoires. Et puis il y a eu cette crise sanitaire que nous n'avions jamais connue et qu'il a fallu gérer voilà, au jour le jour, sans aucune autre référence que celle de notre propre détermination. Et je dis bien de notre propre détermination, c'est-à-dire celle, bien entendu, du maire, mais aussi de son équipe. Et je tiens de nouveau à remercier l'implication extrêmement forte des élus qui étaient présents constamment. Et puis aussi de l'équipe qui nous entourait. C'est important de le souligner. C'est important parce qu'il a fallu, à travers ça, trouver chaque jour, je dirais même chaque minute, des solutions. On a fait notamment les masques, on les a distribués après toute cette discussion sur l'utilité ou pas des masques. On a fait l'opération donc en lien avec l'hôpital sur les blouses. On a été extrêmement présent donc dans les EHPAD. On a été toujours volontariste pour vous aussi vous informer tous les soirs, pour vous donner les perspectives et vous faire part de nos actions. C'est important dans ces moments-là de montrer qu'il y a des hommes et des femmes qui sont à la barre, qui tiennent bon dans ces moments où chacun s'interroge et où il est toujours difficile d'avoir des réponses face à ces incertitudes. Donc nous étions là. Et après cette phase de confinement, extrêmement lourde, extrêmement difficile, mais que nous avons su traverser, il y a eu toute la préparation du déconfinement, en lien notamment avec l'ensemble des associations, les écoles et tous nos partenaires, de façon à faire en sorte que, bien entendu, ce déconfinement se passe du mieux possible. Et je crois que de ce côté-là, nous avons réussi tant à gérer ce confinement que ce déconfinement. En parallèle, quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que nous sommes profondément républicains et nous croyons véritablement dans ces valeurs de la démocratie et de la République, nous avons aussi préparé l'ensemble des dossiers pour qu'une fois les élections passées, eh bien, les dossiers soient là et que la continuité de la vie républicaine puisse perdurer. Et c'était aussi important. On aurait pu se dire, voilà, on verra bien après, nous avons nos idées, mais on ne se préoccupe de rien. Non, nous avons tenu à ce que tout puisse être calé dans les grands principes, de façon à faire en sorte que l'équipe qui allait être élue puisse trouver, dès son entrée en fonction, de quoi fonctionner, et après, à charge pour elle de faire les ajustements qui allaient bien. En effet, Grégoire, tout le monde a encore en tête cette belle association de l'hôpital et de la ville au gymnase du Lua où chaque jour une trentaine de couturières venaient avec leurs machines et plus d'autres personnes pour pouvoir coudre des surblouses pour le personnel soignant. Surblouses que j'ai vu récemment portées à l'hôpital par un personnel soignant et qui était très fier de l'arborer.
Ça, c'était une belle aventure. Et que dire de la défaillance de l'État aussi, du rôle, par contre, du rôle clé de la région? Oui, tout à fait, Marie. Déjà, c'est important de, lors de cette première vague, eh bien, les maires et les élus se sont retrouvés seuls pour devoir gérer cette situation totalement inédite et ô combien douloureuse, puisqu'il ne faut surtout pas oublier aussi que les hôpitaux étaient remplis, étaient saturés. Il faut tirer un grand coup de chapeau aux soignants et aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui sont partis du fait du Covid. Nous étions donc seuls pour trouver les solutions en matière économique, en matière sociale, en matière commerciale, en matière sur tous les sujets. Et par rapport à cela, l'État s'est très largement défaussé de ses responsabilités sur les collectivités. Et nous n'avions, grosso modo, aucune consigne, puisque très souvent nous apprenions par la presse, d'ailleurs, ce qu'il fallait faire ou ce qui allait se faire. Donc nous étions véritablement tout seuls à devoir gérer cette situation. Alors quand je dis tout seul, je le redis en tant que maire, il y avait bien sûr l'équipe des élus, notamment Maryse, que tu as en tant que première adjointe aussi largement coordonnée pour assurer tout ce qui a trait à la communication, etc. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été fait. Il y avait l'équipe des élus, tout le temps mobilisée, et puis aussi un acteur prépondérant, le conseil régional. Le conseil régional a toujours été là. Il a toujours su répondre présent, de jour, de nuit, la semaine, le week-end, nous pouvions compter sur ces équipes pour trouver, pour nous accompagner, pour trouver des solutions. Et Dieu sait si nous en avons eu besoin, et véritablement, son rôle a été ô combien indispensable pour nous accompagner. Il faut le souligner, parce que c'est dans ces moments difficiles que l'on reconnaît la force des caractères. Eh bien, la force du caractère de notre présidente de région qui a su suppléer aux défaillances de l'État pour faire en sorte que nous puissions satisfaire, apporter des réponses à nos habitants, eh bien cette force de caractère, cette envie d'impulser et de pouvoir entraîner, de créer des dynamiques, il faut le reconnaître, elle est très forte chez notre présidente de région, Valérie Pécresse. En effet, Grégoire, tu parlais de communication, mais je me souviens que chaque jour, tu publiais un courrier pour informer les Aubonnais de la situation, des consignes, des directives, des dernières directives. Et ça, c'était très apprécié et très suivi. Et qu'en est-il du Covid aujourd'hui? Qu'en est-il de la situation? Où en est au de cette seconde vague qui se déploie sur tout le territoire et nous oblige de nouveau à repenser nos modes d'organisation? Donc pour en parler, nous allons passer la parole à Suzanne Chapois. Bonjour Grégoire, merci de me passer la parole et bonjour à tous nos auditeurs, spectateurs. Je vais donc vous donner quelques informations sur cette pandémie que nous affrontons au niveau mondial depuis un an, car il semble bien avéré que les premières contaminations ont eu lieu dès novembre 2019. Si on regarde les courbes statistiques présentées par des instituts, on remarque une accalmie sur le nombre de malades en été, puis début septembre, une recrudescence du nombre d'hospitalisations sur un rythme d'abord lent. Certains experts ont alors pu croire à une stabilisation au plateau et d'autres alertaient déjà sur le danger de voir l'épidémie se développer de manière exponentielle. Et c'est ce qui se passe. Mi-septembre, l'augmentation du nombre d'hospitalisations s'est accélérée. À ce jour, on compte 56 000 nouvelles contaminations par jour, 4 000 malades en réa sur toute la France et 400 décès chaque 24 heures, ce qui fait environ 40 000 depuis le début de l'épidémie. L'âge médian des malades en réa est de 62 ans. Ça veut dire que la moitié des personnes ont moins de 62 ans et l'autre moitié plus de 62 ans. Ça veut bien dire qu'il y a quand même des jeunes. Et on peut remarquer aussi que nous sommes au même niveau d'hospitalisation qu'en avril, avec la grande différence, c'est qu'en avril, on était en période de décroissance et qu'aujourd'hui, on est en période de croissance, avec une intensité et une rapidité inattendues du nombre d'hospitalisations.
C'est vrai en Île-de-France, c'est vrai en France et c'est même vrai en Europe, voir ce qui se passe en Allemagne et en Suisse. Tout ceci a conduit les autorités à décréter à la mi-octobre un couvre-feu à 21h et à partir du vendredi 30 octobre, un confinement. Ce n'est d'ailleurs qu'un demi-confinement par rapport à ce qui se passait en mars-avril, puisque les écoles et certaines entreprises restent ouvertes. Après 15 jours de couvre-feu et 15 jours de confinement, on pourrait espérer une amélioration aux alentours du 10 novembre si ensemble nous suivons les consignes. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, insiste beaucoup sur cet aspect. Mais on voit encore beaucoup de circulation automobile et beaucoup de piétons dans les rues. Le risque est partout. Pour un quart des cas, on connaît la source de contamination, mais pour les 3/4 des autres cas, on ne sait pas comment les personnes se sont contaminées. Si on fait l'hypothèse d'une personne qui s'est infectée le 30 octobre, jour du début du confinement, elle a développé les signes de la maladie, fièvre, toux, fatigue, vers le 5 novembre. Et si elle a, par malheur, une forme grave, l'hospitalisation interviendra vers le 10 et le passage en réa vers le 15, d'où la recommandation de prudence et puis de bien respecter les gestes barrières. Les gestes barrières en question, d'abord le lavage des mains de manière fréquente, en rentrant à la maison et avant les repas. Ou alors gel hydroalcoolique quand on entre dans un magasin ou quand on ne sait pas trop quel est le statut de ce qu'on a touché. La distanciation physique, eh bien, respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, voire plus, renoncer au rassemblement, même privé, et isolez-vous si vous avez contracté le virus en faisant chambre à part et en ayant les repas de manière séparée. Le port du masque sur le nez, j'insiste, sur le nez, sur la bouche, dans la rue et dans les magasins, mais aussi à domicile, car on a pu remarquer que 53% des contaminations ont lieu à domicile. Portez le masque si vous êtes malade, si vous êtes plusieurs dans une pièce et si vous avez des visites. Et dernière recommandation, aérer les pièces plusieurs fois, surtout si vous avez été plusieurs dans une même pièce. Enfin, une bonne nouvelle, sur Aubonne, des tests antigéniques vont être disponibles dans certaines pharmacies. Ce sont des tests par prélèvement nasal. Les résultats interviennent dans les 15 minutes et c'est gratuit car c'est pris en charge par la CPAM, la Sécurité sociale. C'est déjà possible à la pharmacie de la Gare, à celle du Mont d'Aubonne, donc 66 avenue de Paris. Et la semaine du 11 novembre, ce sera possible dans la pharmacie Centre Europe, à rue Christine Garcia, et à la pharmacie de Lille, 67 rue du Général Leclerc, qui sont en attente de recevoir les tests. Voilà, bon, bah écoutez, suivez bien toutes les consignes. Merci Suzanne pour ces informations. On a bien compris qu'il importe de respecter les gestes barrières et bien sûr le port du masque. Nous ajoutons que ces mesures ont été tournées, cette vidéo a été tournée il y a quelques jours déjà. Donc maintenant, toutes les pharmacies de la ville d'Aubonne proposent des tests antigéniques. C'est important de le préciser. Puisqu'on parle de santé, peut-être peut-on faire un point sur la maison de santé que nous avons
que nous avons construite ou reconstruite avenue de l'Europe. Merci Suzanne de ton intervention. Effectivement, ce projet de maison de santé pluriprofessionnelle, nous l'avons porté pendant notre mandat. Suite à la prise de conscience que de nombreux médecins généralistes de Bonn prenaient leur retraite sans successeur, nous avons étudié diverses solutions. Face aux nouvelles attentes des jeunes professionnels de santé et à leur désir de travailler en équipe, l'établissement d'une maison de santé pluriprofessionnelle nous est apparu comme une bonne réalisation. Merci Suzanne pour toutes ces informations. Rappelons qu'il n'y a pas d'élus, délégués ou responsables de la santé au sein du conseil municipal. Un autre point focus important concerne l'éducation. Pour nous en parler, nous allons passer la parole à Carlos Pessoa qui va, Carlos, nous répondre à la question qu'en est-il de l'école sud, de la construction de l'école sud, qui va nous parler aussi de la restauration scolaire, et aussi Damien Rico qui va nous parler de la crèche Rabelais. Merci Grégoire et Maryse pour cette question concernant le projet École Sud. La question n'est plus l'annulation du projet de l'école décidé pour faire plaisir au programme et à un petit nombre à toute proximité du site. La question concerne maintenant la gestion des conséquences en mode pompier lors des prochaines rentrées scolaires. Cette décision ne fait l'objet d'aucune évaluation préalable de risque et d'opportunités pour la collectivité et expose donc les familles à de nombreuses difficultés. Non, cela ne concerne pas uniquement le quartier sud, Alliance, Bussy-Gare. Toutes les familles de tous les quartiers sont directement liées par la carte scolaire et le capacitaire de chaque école. Pour répondre aux besoins, l'école se devait d'être actuellement en construction pour une ouverture à la rentrée 2022. Déjà avec un an de retard. Retard qui est lié aux mêmes acteurs que ceux qui ont décidé actuellement de l'annulation. Je me souviens aussi, Grégoire, que lorsque tu avais sollicité le programmiste en 2015, l'échéance était 2019-2020 pour la rentrée. Concernant le dimensionnement du projet, l'annulation ne change rien. Une école de 10 classes, c'est déjà une toute petite école à l'échelle de la ville comme Aubonne. Et les classes manquent dès aujourd'hui. Donc, il nous manque les 8 classes, dont les 4 qui sont actuellement à Rabelais. L'annulation vient donc aggraver la situation. Concernant les équipements, le gymnase, c'est juste indispensable à proximité d'une école. Le CDFAS est une installation de haut niveau, non compatible avec l'usage permanent pour une école. Penser autrement, il faut vraiment être candide et ne pas connaître la vocation du CDFAS. Demandez aux familles de Rabelais ce qu'ils pensent d'une école sans gymnase à proximité. Pour conclure, nous devrions être en ce moment sur l'étude d'une nouvelle carte scolaire pour 2021 et sur la préparation de la programmation d'une école, oui, mais celle de l'évolution de la Cerisay Jean Massé. Nous ne devrions pas être sur un retour 6 ans en arrière concernant l'école sud. Le plaisir de l'annulation a un coût et sera fait au détriment de tous les autres projets de la ville et au détriment des familles. Damien, que penses-tu de ce qui concerne l'école Rabelais? Oui, effectivement, concernant l'école Rabelais, elle est fonctionnellement construite pour devenir une crèche de 30 berceaux et devait assurer transitoirement l'accueil de 4 classes pour 100 enfants maximum. C'est un capacitaire maxi lié aux surfaces construites. Cette construction est prévue pour des petits enfants en adéquation avec la destination finale, une crèche. C'est donc adapté à la taille des enfants de maternelle par des volumes et des espaces. Cette configuration est donc compatible avec la durée initiale de 3 ans. La structure n'est pas adaptée pour un dépannage pendant 6 ans. Tout autre usage engendre des dépenses considérables à fond perdu. Cherchez la logique des nouvelles décisions à venir si on l'inscrit dans un programme sans analyse de risque. Si Rabelais ne devient pas une crèche comme prévu en 2022,
ce sont des familles qui seront pénalisées par le manque de berceaux. 30 berceaux, 30 places en crèche, ou bien par l'acquisition en équivalent dans le privé, représente un coût conséquent, environ 300 000 € par an pour la commune. Ces quelques exemples montrent qu'une stratégie globale a été pensée et que les annulations de cette école sud induisent une cascade de situations qui ne sont plus maîtrisées. Voilà, merci Damien pour ces précisions. Bon, je passe maintenant la parole à Grégoire et Maryse qui pourront développer tous les autres sujets concernant la rentrée, les fournitures scolaires. Le fait que la valise informatique était, par exemple, disponible depuis le mois d'avril et qu'elle n'est toujours pas arrivée à l'école Rabelais. Et puis aussi le fait que l'on nous remonte des dysfonctionnements sur la restauration scolaire, des insatisfactions qui doivent être normalement réglées par la commission qui se réunit tous les 2 mois et qui réunit le prestataire, la ville et les représentants des parents. Dans la situation sanitaire, faute de pouvoir l'organiser en physique, pourquoi n'a-t-elle pas été organisée plus fréquemment en visioconférence? Merci Carlos et Damien, très intéressant. Grégoire, est-ce que tu peux évoquer les difficultés rencontrées au niveau de la rentrée scolaire et au niveau scolaire en général? Oui, je crois que Maryse, tu l'as bien souligné, Carlos et Damien ont bien abordé tous ces sujets. Simplement pour rebondir un petit peu là-dessus et dire qu'effectivement, on a été extrêmement étonnés de l'impréparation de cette rentrée. Pourtant, tout le monde sait qu'elle a tous les ans lieu à la même date, et bien entendu, chacun sait que c'est pendant l'été que tout se prépare la rentrée scolaire, mais aussi l'ensemble des échéances. Nous avons été très très étonnés de l'impréparation de cette rentrée qui a fortement pénalisé les parents. Il y a eu des fermetures de classe, il y a eu des ajustements, etc. Tout ça a été plutôt inorganisé. Nous avons d'ailleurs pu reconstater à la rentrée des vacances de Toussaint, là aussi, les difficultés que l'on a eues, et je n'évoquerai même pas la journée de grève de mardi dernier, où les parents ont été prévenus d'une journée pourtant annoncée bien longtemps auparavant, ont été prévenus que la veille au soir de ce qui allait se passer. Donc on voit bien que du côté de l'éducation, en ce moment, il y a un très très gros cafouillage. Ce cafouillage, d'ailleurs, on l'a revu sur l'école des Bussy, etc. Et on le voit aussi sur la problématique de la restauration, où là encore, comme pour le reste, nous avions préparé toute une série de sujets à charge, je le redis, pour l'équipe élue de pouvoir ensuite l'adapter, l'ajuster à sa convenance, bien entendu, mais au moins le cadre était là, et bien, force est de constater que là encore, rien n'est fait. Pourtant, la gastronomie est essentielle, c'est l'un des marqueurs forts de notre pays, et la restauration scolaire doit s'en inspirer. On sait aussi que dans le cadre du plan de relance, il y a des millions qui ont été mis sur la table pour la restauration scolaire. On sait qu'il y a eu de fortes incitations à travers la loi sur les états généraux de l'alimentation pour la restauration scolaire. Donc il y a ici beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en cours, qui existent, mais desquelles nous ne savons pas comment nous en sortir, et on le déplore fortement, puisque on peut aussi parler produits bio, on peut parler circuits courts, on peut parler bien évidemment cantine sans plastique, on peut parler de tous ces sujets-là qui étaient sur la table et qui aujourd'hui sont complètement sous la table. Ça nous interpelle très très fortement. Merci Grégoire. Une dernière question avant de clore cette première partie de l'émission. En effet, nous passerons la deuxième partie demain. Donc Grégoire, qu'en est-il actuellement de l'animation sur la ville d'Aubonne? Oui Maryse, alors ça c'est un vaste sujet. Dieu sait si nous étions favorables à cette animation, cette politique d'animation, parce qu'elle répond et elle conforte le bien vivre ensemble. Mais en même temps, elle donne aussi une image extrêmement positive et dynamique de notre ville. Et par là même, elle attire la capacité d'avoir des sponsors, etc. Donc il y a toute une dynamique vertueuse qui nous tire vers le haut à travers cette politique d'animation. Et bien aujourd'hui, force est de constater que cette politique d'animation, eh bien, elle n'existe plus. Elle a été totalement mise sous cloche et la ville s'endort sans animation aucune. Alors, certes,
il y a la situation sanitaire. Mais auparavant, pas grand-chose avait été fait au mois de septembre, à l'exception, là encore, des grands principes que nous avions mis pour la fête du sport des associations, pour la journée du patrimoine notamment. Peu est fait. Or, ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation compliquée que rien ne doit se faire. Et la Maryse, sous ton contrôle, on sait que c'est précisément lorsque nous sommes dans des périodes difficiles qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Et je tiens ici à saluer de nouveau ce que tu avais fait, notamment Maryse, par rapport à l'Orange Bleu et par rapport à la fête de la musique, où tu avais refusé que rien ne se fasse. Et tout avait été fait sous format numérique. Et ça, c'était indispensable. On a la possibilité de le faire. Nous savons aussi pour la cérémonie du 11 novembre comment permettre, associer des personnes à une cérémonie ô combien importante dans le cadre du respect des principes sécuritaires. Donc on sait faire. La question n'est pas de savoir comment faire, la question est de savoir si on a envie de faire. Et je dis bien que ces 100 jours sont marqués par le fait de ne rien faire. Et c'est bien ça qui aujourd'hui est désolant, c'est que, alors même qu'on sait faire, la position politique, c'est-à-dire celle assumée par des responsables, est de ne rien faire. Et bien ça, nous le dénonçons avec force, et nous aurons encore l'occasion de démontrer qu'il est possible de conduire des actions dans le strict cadre du respect des protocoles sanitaires, parce que nous ne tenons pas à mettre en danger, bien évidemment, la santé, surtout que nous avons géré la première vague dans les conditions ô combien difficiles que nous avons évoquées. Mais par contre, l'on sait que sans aucune animation, sans aucun hommage pour ceux qui ont fait la guerre de 14, lorsqu'il y a eu l'attentat, si on ne fait rien, eh bien c'est toute la cohésion entre nous qui disparaît. Et ça, c'est peut-être un choix politique qui est fait, ce n'est pas notre choix. Merci Grégoire. Moi, j'évoquerai simplement le projet Je fais tes maths, qui était un vrai projet fédérateur, qui impliquait de nombreuses associations aubonnaises, comme Deux Amages, comme Art Rencontre, comme l'Institut international Charles Perrault, mais aussi et surtout les écoles, les collèges et le lycée. Le lycée, c'est grâce à cette animation que le lycée a obtenue, a pu profiter et obtenir un laboratoire de mathématiques, projet qui a été suivi au niveau national et qui était apprécié bien sûr de tous les habitants et des élèves, qui permettait vraiment aux professeurs de redonner une impulsion, de montrer les mathématiques sous une forme ludique. Son animateur, n'ayant pas de réponse quant à l'incertitude de la poursuite de sa mission, a dû partir. De poursuivre ce projet fait que cette belle dynamique qui permettait entre autres aux enseignants de montrer donc les mathématiques sous une forme beaucoup plus ludique va ruiner le projet. Cette volonté, comme pour le reste, de détruire ce que nous avions mis en place sans proposer autre chose. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première émission et je vous donne rendez-vous à demain pour la suite de cette émission. Au revoir.